Autre femme forte que je tenais à recevoir dans cette émission, la comédienne Vaïna Diokonté, qui vient livrer un témoignage fort et important, celui de l'inceste qu'elle a subi dans son enfance. Mais avant, on s'est demandé si l'inceste était encore un sujet tabou. Depuis quelques années, on a vu de plus en plus de voix s'élever pour dénoncer un problème de santé publique que la société refuse encore de regarder en face, l'inceste. De nombreux témoignages qui, en racontant l'indicible, entendent venir à bout de ce fléau qui toucherait 10% des Français, soit 6,7 millions de personnes, dont une écrasante majorité de femmes. Le premier jour où votre père s'approche de vous et vous embrasse sur la bouche, vous avez honte, tout de suite. Et le lendemain, quand vous n'arrivez pas à le dire à votre mère, vous avez honte. En janvier dernier, la France a été appelée par l'ONU à agir de toute urgence pour protéger les victimes d'inceste et mettre fin aux traitements discriminatoires subis par les mères qui les dénoncent. On m'a accusée de syndrome d'aliénation parentale, d'être celle qui serait l'instigatrice de toute cette histoire. Je manipulerai mon enfant pour qu'elle dise que son papa lui touche le zizi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais vers les autorités compétentes pour demander de l'aide. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se retourne contre moi. Et même si la loi évolue dans le bon sens, les associations alertent. Car entre le moment où une plainte est déposée et le moment où un juge décide ou non de mettre en examen, il peut se dérouler plusieurs mois durant lesquels l'enfant est tenu de continuer à voir son agresseur présumé. Je t'appelle ce soir. D'accord. À ma puce. En France, bien qu'un enfant soit victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes, 73% des plaintes sont classées sans suite. On passe à côté des enfants, on passe à côté des victimes. C'est toujours de leur faute. Et quand elles parlent, c'est trop tôt, c'est trop tard. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Mais toutes ces personnes qui disent ça, mais quelle représentation ont-elles en elles de ce que c'est que la violence? Bonsoir Vaïna Diokonté. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour ça. C'est très important. Ouais. Qu'est-ce qui vous touche dans la parole du juge Édouard Durand? En fait, ce qui me touche, là, c'est déjà que vous puissiez offrir cette perspective qui abat le tabou. Et c'est vrai que souvent, on remet en cause la parole d'un enfant et quand on sait à quel point c'est dur de les sortir, ces mots, à quel point c'est pas naturel, à quel point il faut du temps déjà pour revenir de l'amnésie traumatique, pour pouvoir poser des mots dessus, surtout pour un enfant, c'est terriblement gênant de parler de ces choses-là. Et donc, quand on est en plus traité de menteur, c'est presque... Enfin, c'est pas presque, c'est révoltant. Ça l'est. Vaïna Diokonté, vous êtes actrice. Vous avez notamment joué dans Marie B des Anges, Lila Dissa, Blueberry, l'expérience secrète, 99 francs, Secret défense. Et on vous reçoit justement aujourd'hui pour parler d'autre chose, pour parler de ce livre, À corps ouvert, paru jeudi dernier aux éditions Robert Laffont. Un livre dans lequel vous racontez l'inceste que vous avez vécu de la part de votre père de vos 5 ans à vos 11 ans. Vous racontez votre reconstruction, votre vie de femme, de mère, mais aussi d'actrice. Vous racontez votre expérience dans le monde du cinéma, pour le meilleur comme pour le pire. On va y revenir. Et avec ce livre, vous libérez la parole. Vous dites, le but, c'est de faire tomber un énorme tabou. Déjà, on vous a beaucoup entendu, vous avez beaucoup parlé ces derniers temps. Comment ça va? Ça va. Ça va. Après, je trouve ça dommage parce que le livre, je l'ai écrit vraiment pour parler d'une reconstruction. Et pour l'instant, c'est comme si, avant de pouvoir parler de reconstruction, c'est comme s'il fallait que le collectif intègre la réalité de l'inceste. C'est comme si il fallait vraiment rentrer dans le cœur du sujet et de poser des mots qui sont difficiles à entendre et qui sont difficiles à dire, avant de pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la reconstruction. Et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui mettent en doute cette reconstruction, et je comprends, parce que c'est encore une autre étape. Et là, on pose toujours un peu les mêmes questions sur les actes. Les actes de l'inceste même, je les ai posés à la 20e page du livre, de manière très, très transparente. Parce que c'est important de les poser, ces mots-là. Mais c'est un peu comme... oui, j'ai l'impression de me répéter. Et c'est un peu comme quand j'en avais parlé à ma mère et que ma mère avait besoin que je lui répète les mots pour vraiment se rendre compte que ce n'était pas un cauchemar.
Et là, on est en train, collectivement, de se dire, c'est une réalité, c'est un fléau sociétal, mais qui dépasse l'entendement et qui a des proportions. Mais je pense que les chiffres sont bien plus élevés que ce qu'on pense. Et sur le fait d'être actrice, c'était aussi une façon pour moi de dire, c'est partout, en fait. L'inceste, il ne fait pas de discrimination. Il va dans toutes les couches sociales, tous les genres, toutes les nationalités. C'est absolument partout, en fait. Et même voilà, une actrice qui, effectivement, montait les marches du Festival de Cannes, faisait des pirouettes sur des plateaux de télé. Voilà, quoi. Ce livre, il est avant tout optimiste. C'est vrai, on disait, l'inceste, il arrive tardivement dans le livre. Il s'agit de reconstruction, c'est un livre d'espoir, on le répète. Vous dites même, et c'est même marqué sur la couverture, c'est un journal de guérison. Vous parlez de reconstruction, vous dites que c'est possible. Comment c'est possible, justement? D'abord, c'est possible parce que moi, je fais partie des 3% des affaires qui aboutissent à une condamnation. C'est-à-dire que, déjà, à la base, quand j'ai parlé, on m'a cru. Ma mère m'a soutenue, le juge m'a cru. Votre mère vous a cru tout de suite? Oui, tout de suite. Tout de suite. Vous dites qu'il a fallu lui répéter. Oui, il a fallu lui répéter parce que c'est comme un cauchemar. C'est-à-dire, c'est pas possible, je vais me réveiller. Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Parce qu'on ne veut pas aller voir ces images. On ne peut pas avoir l'image de son enfant dans une position sexuelle. Enfin, Et puis, il y a la culpabilité aussi qui va avec. Ces mères, elles ont une culpabilité énorme quand elles sont en plus accusées, mais c'est un double coup de poignard. Et ce livre, je l'ai voulu comme une sorte de baume réparateur aussi pour ceux et celles qui sont touchés par l'inceste. J'ai voulu... C'est pas un livre qui est noir, c'est-à-dire je parle d'un sujet très lourd, mais avec l'angle de la reconstruction possible. Alors justement, Vahina Djokanté, comment elle a commencé, la vôtre, de reconstruction? Quels conseils vous donneriez? Alors, je dirais déjà, elle passe aussi par le collectif, c'est-à-dire de nous entendre, de nous écouter, de nous croire, premièrement. Ensuite, c'est aussi demander qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'accompagner? Et ensuite, il y a des thérapies qui sont très efficaces. EFT, EMDR, hypnose, pour ceux qui ont de l'amnésie encore, traumatique. Il y a énormément de techniques thérapeutiques. Moi, je les ai toutes essayées. J'ai fait 25 ans de démarches thérapeutiques où je suis allée essayer littéralement toutes les techniques possibles et imaginables. Donc, je me suis autoproclamée cobaye de la guérison traumatique de l'inceste. Et je peux dire qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Quand on m'envoie un message en me disant « ma psy me dit que je ne peux pas guérir », ça, je trouve ça incroyable. Une psy qui, par ailleurs, n'a pas vécu l'inceste. Et en fait, c'est un peu... moi, je suis à même d'en parler parce que c'est un peu comme les vétérans de guerre qui parlent aux autres vétérans de guerre et qui peuvent les comprendre. Ou les anciens addicts qui vont aider des addicts à s'en sortir et à passer le sevrage. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui marchent mieux que d'autres. Et je suis peut-être plus à même, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de dire, voilà, il y a une vie après la survie. Différentes étapes aussi, peut-être dans la résilience, ce mot qu'on entend beaucoup, Oui. que vous n'aimez pas particulièrement. Ah si, j'adore la résilience, bien sûr. Si, la résilience, c'est partir avec des mauvaises cartes et apprendre à bien jouer. C'est de tirer une force de quelque chose de terrible qui peut vous abattre, qui peut vous mettre à terre. Et en fait, c'est, je pense, aussi une faculté à se relever toujours d'une chute. Le livre est plein de chutes. J'ai pensé au suicide. Je me livre complètement. Quand je dis à corps ouvert, c'est que je dissèque totalement l'inceste et je vais vraiment... Je n'arrive pas tout de suite en disant « ça y est, je suis guérie ». Non, ça a été un long cheminement, un long processus, mais je me suis toujours dit « relève-toi, relève-toi ». Et aussi, demander de l'aide. Demander de l'aide. Il y a des gens qui doivent vous tendre la main. Et c'est pour ça que le tabou doit s'abattre, parce qu'on doit avoir des gens qui nous croient et qui nous tendent la main. Vraiment. Vahina Djokanté, toutes ces étapes dans le livre, elles sont très bien racontées. En plus, je trouve que vous avez un réel talent de narratrice. C'est bien raconté, on vous suit. Vous racontez notamment vos parents. Donc, ils se sont séparés quand vous étiez toute petite. Vous aviez 1 an et demi. Vous vivez à l'époque avec votre mère. Vous partez en vacances chez votre père. Votre père, c'est votre héros. Ouais. Il a toute votre confiance. Et c'est là où... C'est subtil également l'analyse que vous en faites, puisque chez lui, les vacances, c'est la liberté. Un jour, vous avez 5 ans. Là, il commet l'irréparable. Vous allez subir cet inceste de vos 5 ans à vos 11, 12 ans. Et vous dites quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment attendu. Ce n'est pas une agression. Vous écrivez même « l'agression ne ressemble pas à l'image
Vous ne dites pas que ce n'est pas une agression, vous dites qu'elle ne ressemble pas à l'image que l'on se fait d'une agression. Il n'y a pas de coup, dans mon cas, pas de douleur physique. Oui. S'il n'y a pas de douleur physique, s'il n'y a pas de violence, si voire même il y a des sensations agréables mais honteuses, comment est-ce qu'on identifie la déflagration, la destruction intérieure de son être? Comment est-ce qu'on identifie que quelqu'un vient et vous dépossède de vous et qui en plus est la personne qui est la plus proche de soi, qui est son modèle, qui est la personne en qui on a une absolue confiance? Votre déclic, vous, ça a été votre petite sœur? Ça a été quoi le déclic? Le premier déclic, ça a été quand on m'a parlé de prison. Quand mon père m'a parlé de prison, où tout d'un coup, j'ai dit... C'est comme si je réalisais, s'il y a prison... Vous savez, quand on est enfant, quand même, on associe... Enfin, voilà, on associe la réflexion. Et je me suis dit, s'il y a prison, ça veut dire que c'est grave. Et ça veut dire que je suis aussi une criminelle. Je risque quelque chose. Et donc, tout de suite, il y a cette notion de danger, de risque. Et après... donc là, il y a une culpabilité qui s'installe, il y a De quoi vous vous honte. sentez coupable? Je suis coupable de ne pas avoir dit non, de pas avoir... Mais je ne pouvais pas. Enfin, je ne suis coupable de rien. Mais au moment où ça se passe, je me sens... Je porte la culpabilité, sa culpabilité à lui. C'est comme s'il me la transmettait comme un virus. Vous savez, c'est... On a en soi la culpabilité, on va la transmettre comme un virus. On la partage avec l'enfant. Et après, effectivement, quand ça a touché ma sœur, alors là, j'ai vraiment pris conscience encore plus de la destruction, de l'impact destructeur. Un jour, vous décidez de parler. Vous appelez votre père pour lui dire que vous n'avez rien oublié, que vous allez porter plainte contre lui. Vous le dites à votre mère, elle vous croit. Est-ce que vous avez eu peur à un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas être cru? Non, j'ai pas eu peur de ne pas être crue par ma mère, non. Parce que elle... Et par ceux qui se sont présentés par la suite? Le personnel judiciaire, la police? Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la brigade des mineurs est très très bien formée. Pour celles et ceux qui, effectivement, ont peur de ça. C'est vraiment un service qui est incroyablement bien formé, très compétent. Donc non, je me suis sentie très bien accueillie, crue. Et j'ai eu énormément de chance dans ce parcours. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai eu beaucoup de chance dans mon épreuve. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis tombée sur des gens qui ont été très bienveillants et qui m'ont vraiment bien accompagnée. L'enquête, elle dure 2 ans. Ouais. Vous revoyez votre père au palais de justice. Oui. Vous écrivez que c'est sans doute le moment le plus difficile. Vous dites « Je vois la haine dans son regard comme un animal pris au piège qui est prêt à dévorer sa propre patte pour s'en sortir. Cette patte, c'est moi. » Comment ça se passe à ce moment-là, quand vous le voyez? Je me rends compte à ce moment-là que j'ai plus de père, qu'on est dans une sorte de combat. Mais moi, je ne suis pas dans un combat, mais c'est un duel. Il n'y en a qu'un qui va s'en sortir. Et je suis très triste de voir qu'on en est arrivé là. Enfin, c'est ce que je dis, c'est que je vais au front, mais je ne vais pas au combat. Donc je suis obligée d'y aller. Mais je ne lui veux pas de mal. Je veux juste qu'il arrête de faire du mal, mais je ne lui veux pas de mal. Et donc c'est extrêmement violent de se dire, ça y est, je n'ai plus de père, en fait. À ce moment-là, je prends conscience que j'ai vraiment perdu une grande partie de mes fondations et de ma famille. Ça continue parce qu'à la confrontation, évidemment, il nie tout. Il nie complètement, il vous traite de menteuse. Votre père, il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis, retrait ses droits civiques et familiaux, un franc symbolique. Suite à cela, une grande partie de votre famille vous tourne le dos. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est plus facile de se dire que sa sœur est menteuse ou déséquilibrée ou dérangée que de se dire qu'on a du sang d'un pédocriminel dans les veines. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est très, très violent d'accepter ça. Peut-être même que... Le déni est vraiment le chemin le plus facile quand on n'arrive pas à accepter cette réalité inacceptable. Et là où ce livre, il est troublant, où il vient encore bouleverser tous les schémas sociétaux qu'on a vus jusque-là, à la fin du livre, vous écrivez même, vous dédiez ce livre à votre père, vous lui écrivez une lettre qui commence par « Papa, ce livre est un cri d'amour, le cri d'amour d'une petite fille à son père.
la question que je me suis posée, c'est pourquoi, Vaina Diokanté, vous avez eu absolument besoin de lui pardonner? Alors, je tiens à préciser que le pardon n'est pas une injonction obligatoire. Chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de pardonner. Mais un jour, une thérapeute m'a dit un truc incroyable. Elle m'a dit, pardonner, c'est redonner sa part à l'autre. Et ça m'a marqué très fort. C'est-à-dire que je me suis dit, d'accord, je lui rends sa part. Voilà, je suis libre maintenant d'avoir ma vie et qu'il n'ait plus aucun impact sur ma vie. Vaina, dans votre livre, vous parlez également des abus que vous avez vécus dans le cinéma. Vous avez commencé le cinéma très jeune. Tout le monde s'est emballé pour vous. Le regard de certains hommes, notamment sur les plateaux, la tyrannie. Vous avez été confronté très jeune, là aussi. Le seul réalisateur que vous dénoncez dans ce livre, c'est Benoît Jacquot. Vous avez 17 ans et vous vous retrouvez à être dirigé par ce réalisateur sur son film Pas de scandale. Ça dégénère. Vous décrivez en détail son attitude libidineuse vis-à-vis de vous. Comment ça s'est passé ? Vous vous souvenez de ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Oui, j'ai 17 ans. C'est en plus à la même période. C'est la même année que la plainte. Ça me fatigue énormément, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'ai effectivement une sorte de dégoût pour lui. Et je vois tout son manège. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être une proie qui essaie de s'en sortir et de trouver des subterfuges, de trouver des moyens de fuite, de s'en sortir. Et c'est fou dans le livre, ça, parce que vous l'expliquez, vous décrivez que pour cette histoire où il vous dit « enlevez votre culotte, c'est comme ça qu'on va tourner la scène », vous trouvez des subterfuges avec la costumière pour quand même... On voit que vous vous battez à chaque fois, que c'est un combat de chaque instant qui porte même sur tout, en fait. Je dois être une guerrière, je pense. Et il vous dit même, si vous êtes gentil, vous ferez le prochain film. Et vous lui rétorquez, mais je ne suis pas une gentille fille, en réalité. Vous avez quand même cette combativité. Comment vous avez réussi à lui tenir tête ? Ben justement, je pense que je devais avoir cette combativité pour m'en sortir vis-à-vis... J'étais en plein combat avec mon propre père. Donc, quelque part, Benoît Jacquot, c'est rien pour moi. Enfin, c'était rien. Et en même temps, c'était comme quelque chose qui vous ennuie un peu, voilà, qui vous prend de l'énergie pour rien, quoi. Mais il n'avait aucun pouvoir de nuisance réelle à ce moment-là sur moi. C'est juste le système qui a un pouvoir de nuisance de manière générale. Et puis, moi, j'avais aussi la chance de ne pas avoir vraiment envie de faire ce métier ou de ne pas savoir si j'avais envie de le faire. Donc, quand je dis je ne suis pas gentille, c'est que, voilà, j'ai pas envie d'être... Oui, j'avais pas envie d'être gentille ou de... J'avais pas envie de lui donner quoi que ce soit, quoi. Mais après, je l'ai nommée aussi parce que c'était important pour moi d'être là auprès de Judith Godrèche et de la protéger. C'est étrange, d'ailleurs, de dire ça, mais de la protéger d'une possible diffamation. Alors que j'étais pas du tout partie pour dénoncer qui que ce soit qui m'a fait du mal. J'avais envie de parler de l'universalité de l'acte, c'est-à-dire la violence de l'acte, et que les lecteurs puissent y apposer leur visage, leur nom, leur histoire, en fait. Judith Godrèche, au César, elle dit « Je parle, mais je ne vous entends pas ». Cette parole, cette écoute, justement, qui résiste, ce silence qui est très pesant, qu'est-ce qui retient, selon vous, la parole de certaines ou de certains, d'ailleurs ? La peur. La peur de perdre, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être stigmatisé. Bien sûr, la peur. Je peux la comprendre. Après, moi, je pense... On m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo, ça y est, on y est maintenant ? Et moi, je pense que c'est comme la naissance d'un nouveau paradigme. Quand on accouche, ça ne se fait pas en une fois. Il y a des contractions, il y a des poussées, c'est laborieux, ça fait mal. C'est un long cheminement pour arriver à la naissance d'une nouvelle société et d'une nouvelle façon d'être aussi, les uns avec les autres, les hommes avec les femmes. On doit réapprendre beaucoup de choses. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais c'est beau ce qui se passe. Et d'y participer, de faire partie de ce mouvement-là, c'est tellement noble, tellement... ça me donne beaucoup d'espoir, moi. Est-ce qu'il vous fait envie, le cinéma, encore, aujourd'hui ? J'ai envie de raconter des histoires. J'ai envie d'être derrière la caméra. J'ai plein d'histoires à raconter. Je vois l'impact que ça a sur les consciences. Je vois la possibilité aussi de raconter d'autres narrations, une autre façon de voir les choses, une autre façon de les appréhender. Et en fait, avant, j'étais actrice, donc j'étais que le véhicule. Maintenant, j'ai envie d'être la conductrice. Il y a beaucoup de lettres
dans ce livre. Oui. Beaucoup de lettres que vous adressez à votre père, on l'a dit, à vos sœurs, à votre famille. Vous écrivez aussi à votre fils, aux hommes en général. Qu'est-ce que vous leur diriez aux hommes aujourd'hui, Vanina Diokanté? Aimez-vous, aimez-nous vraiment, protégez-nous aussi. Et c'est ce que je dis, c'est que je dis, je ne vous ai jamais perçus comme des ennemis, mais j'aurais aimé que vous soyez plus souvent des alliés. Merci beaucoup.